Bonjour à tous. Bonjour Brian. Bonjour Émilie. J'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, si vous voulez juste le dire là, dans le chat à votre droite, comme ça, on va être juste certain qu'il n'y a pas de problème de son. L'idée, avant que tout le monde se présente, juste faire le tour de moi-même parce que je vais m'éclipser avant quand tout va commencer, là, en fait. Donc, juste c'est XFIT qui host aujourd'hui là, le webinaire. Par contre, c'est un sujet que c'est Émilie et Brian qui vont discuter. Majoritairement Brian. En fait, Émilie va s'occuper de plus les questions, etc. La majorité d'entre vous me connaissent déjà. J'ai plus un côté business puis un côté programmation, donc je ne serai pas très utile dans ce webinaire-là. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé des experts parler à ma place. Émilie, donc, pour te présenter brièvement, donc, tu travailles pour Wilkin. Je ne sais pas si tu veux te décrire un tout petit peu. Oui, je suis kinésiologue, je travaille chez Wilkin puis chez Rusty Plus. Ouais, c'est tout. Je vais laisser Brian à... C'est parfait. Et Brian, donc, qui va nous parler des techniques de réadaptation pulmonaire, qui est anglophone à la base, donc merci de faire ça en français. Mais donc, s'il y a un enjeu ou quoi que ce soit, comme je disais tout à l'heure, dis-le en anglais, je pense que tout le monde va te pardonner. Et Émilie, au pire, va t'aider. Mais donc, Brian, si tu veux te présenter un peu aussi, mais donc pneumologue au Centre universitaire de santé là, de McGill. Donc, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, mais autrement. OK, bon. Donc, oui, merci. Peut-être que je vais parler un peu au sujet de moi-même. Donc, oui, mon nom est Brian. Je suis pneumologue au CUSUM. Je suis anglophone. J'avais entraîné en Alberta et avant en Ontario. Donc, c'est ma première présentation en français. Donc, en tout cas, je m'excuse pour mon français. Des fois, je vais chercher mes mots un peu. Mais à la même fois, aussi au sujet de moi, c'est vraiment ma passion, l'exercice comme la médecine. Avant la médecine, j'avais fait la maîtrise, master's en physiologie cardio-respiratoire. Je suis un peu un athlète, je pense, moi-même, donc dans la clinique et dans le labo, mais aussi hors de la clinique. C'est vraiment une passion pour moi, l'exercice. Donc, j'ai très hâte de donner cette présentation et avoir de tels intérêts dans les professionnels de santé. Super. Tout le monde, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Donc, à droite, vous pouvez poser vos questions. Émilie va pouvoir les trier. Certaines questions vont être répondues en live ou très rapidement. D'autres questions pourront simplement être répondues à la fin pour essayer là, de peut-être garder le rythme. N'oubliez pas aussi là, que tout est enregistré, donc vous recevrez automatiquement l'enregistrement. Donc, si on dépasse le 1 heure, ce qui peut être le cas, parce que le contenu intéresse et qu'il y a beaucoup de choses à dire, vous pourrez le réregarder là, sans problème. Ce ne sera pas plus compliqué. Donc, n'hésitez pas là, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Au final, après, si donc, on n'a vraiment pas le temps de répondre à tout le monde, que vous avez dû quitter ou quoi que ce soit, Émilie va laisser son courriel dans le chat et donc, vous pourrez simplement l'utiliser pour lui écrire spécifiquement. Comme je disais, moi, je m'éclipse. Je vais fermer ma caméra là, pour que tout le monde soit plus concentré sur vous deux. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, de toute façon, je reste là, je vais pouvoir revenir. Mais bon webinaire. OK, merci. OK, donc oui, je vais commencer. Donc oui, moi, j'ai aucune divulgation. Merci beaucoup aux partenaires pour le faire possible, Wilkin, Respi Plus et HexFit. C'est vraiment une bonne partenariat et beaucoup de travail a été fait pour les diapos et les diapos en français, en fait. Donc, la présentation, c'est très interactif. Donc, des fois, je vais tout arrêter, je vais changer mon écran, je vais faire, en anglais, je dirais chalk talk. J'aime utiliser le whiteboard. Et je veux, quand je demande au groupe une question, peut-être je vais ouvrir le chat et voir vos réponses, car c'est vraiment en cette façon qu'on va
que ça va mieux aller, OK? Donc, OK, donc les objectifs pour aujourd'hui, donc c'est numéro 1, c'est de définir la réadaptation pulmonaire, ou je vais dire RP peut-être, son rôle dans la gestion de la MPOC et les avantages de la participation. OK? Deuxièmement, de décrire la réaction cardio-respiratoire. On doit commencer avec la réaction normale et puis ce qui est anormal dans la MPOC, mais il faut commencer premièrement avec la réaction normale pour mieux comprendre les patients avec MPOC. La physiopathologie de la MPOC pour tout expliquer et finir par la manière ou les thérapies en sachant tous les problèmes pathophysiologiques, comment les traiter. Okay? OK, bon, donc on a 1 heure. Il y a 4 sections. Je serais très content d'avoir achevé les premières 3. Et si on surpasse la 4e, ça serait très, très bon. Je m'excuse, on va aller peut-être un peu plus qu'1 heure si ça marche pour la groupe. Donc, la première section, c'est juste le MPOC et la réadaptation pulmonaire, juste introduire. La deuxième section, le deuxième et le troisième, ce sont la physiologie et la physiopathologie de l'exercice dans l'état normal et dans l'état de MPOC. Et dernièrement, les techniques, les traitements qu'on utilise dans le RP. OK, section numéro 1. Donc, peut-être on va commencer par être un peu interactif. Si les gens peuvent cliquer et type. Donc, qu'est-ce que c'est le MPOC? Est-ce que je ne peux pas avoir aucune réponse jusqu'à maintenant? Voilà. Une réponse à date. Ah bon. Oh. C'est pas bon. OK. Pas de problème. OK, oui. Voilà, maladie. OK, parfait. Bon. Une bonne groupe, oui, c'est ça. OK. C'est ça. Donc, oh, je m'excuse. Donc, le MPOC et le RP, c'est juste à introduire, ça va aller au fin aussi. Mais nos partenaires Expand et Mieux vivre avec une MPOC, ou en anglais, on dirait Living Well with COPD. Il y a de bonnes ressources en ligne. Il y a des cours entiers sur Expand. Et si vous travaillez dans un programme de réadaptation pulmonaire, il y a vraiment de bonnes ressources pour comment prescrire l'exercice, comment avoir du succès avec vos patients. OK, bon. Le MPOC, c'est ça, maladie pulmonaire obstructive chronique. Les livres médicaux, traditionnellement, diraient qu'il y a deux grands groupes de MPOC. Un, c'est l'emphysème, le cicatrice, que le parenchyme des poumons, au lieu d'être spongieux, c'est comme la fromage suisse, on dirait. Toutes les unités des alvéolus et les capillaires sont détruits, donc l'échange de gaz, oxygène et CO2 n'arrive pas. L'autre groupe, c'est le groupe bronchite chronique, donc ce sont les aériennes plutôt qui sont affectées. Il y a beaucoup plus de résistance aux voies pulmonaires à cause de l'inflammation des murs et aussi des crachats, des expectorations qui restent dans les voies aériennes. Donc, il y a beaucoup de résistance au débit. Il y a beaucoup de destruction des unités périphérales alvéocapillaires pour faire l'échange de gaz. L'MPOC, classiquement, c'est causé par la fumée de cigarettes, mais autres expositions aussi peuvent causer le MPOC. Okay? Donc, qu'est-ce que c'est la RP, réadaptation pulmonaire? Donc, c'est une intervention complète basée sur une évaluation approfondie du patient, suivie des thérapies adaptées aux besoins du patient. C'est très individuel. Les thérapies comprennent l'entraînement physique. C'est ça
que le sujet aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres parties de RP, mais aujourd'hui, on va parler plutôt de l'exercice, l'entraînement physique, la musculation des patients. Mais il y a aussi l'éducation, le changement de comportement. S'il y a un programme de 6 ou 8 semaines et il améliore, c'est bien, mais il faut vivre leur vie comme ça. Donc, il faut changer leur habitude, leur comportement, leur donner l'éducation pour qu'ils continuent leurs exercices après le programme. C'est très important. C'est conçu pour améliorer la condition physique et psychologique. C'est un effort de groupe et c'est un appui, c'est un support pour eux. C'est très important car ça pourrait être très isolé vivre avec le MPOC. Et comme j'avais dit, promouvoir l'observance, l'adhérence à long terme des comportements favorables. Okay? Celui-ci, c'est mot par mot de guideline le plus récent, mais il faut se souvenir que le premier guideline, c'était 1981. Donc, on a 40 ans dans le champ de réadaptation pulmonaire. C'est assez jeune comme un champ, mais ça continue à grandir, comme on voit avec la taille de groupe aujourd'hui. Brian, j'ai une question Oui. par rapport au MPOC. La question, c'est est-ce que la consommation de cannabis peut-elle mener à une MPOC? C'est une question, je sais qu'il y a toujours de la discussion, mais... C'est ça. Oui, c'est très... Oui, nous vivons dans une époque, comme pneumologue, dans une période très intéressante, car c'est maintenant légal, par exemple, le cannabis. Il y a de vaping, e-cigarettes, et il y a aussi les cigarettes traditionnelles. Il y a aussi beaucoup d'immigrants qui viennent d'autres pays qui utilisent les fossil fuels pour cuisiner. Et donc, il y a beaucoup de différents types d'exposition. Ce qui est intéressant dans le cannabis, donc la réponse est oui. La réponse est oui. C'est un peu plus difficile d'écrire. Quand j'écris dans le dossier un patient avec un MPOC, j'écris toujours le paquet année. Combien de paquets par jour par année? Donc, une quarantaine de paquets année, c'est un paquet par jour pendant 40 années. Comment est-ce qu'on le décrit pour le marijuana? C'est un peu difficile. C'est trop nouveau d'un champ d'études. Et donc, pour cette raison, on essaie de dire des joint days, joint years. Donc, on ne sait pas vraiment en comparaison, mais c'est bien sûr qu'aucune exposition aux poumons qui cause l'inflammation, la cicatrisation, pourrait bien causer le MPOC. Donc, pour les gens, par exemple, si j'ai un patient avec MPOC et cancer et ils veulent le cannabis pour peut-être la douleur ou mal au cœur, peut-être une façon de le manger au lieu de le fumer, ça vaut mieux, par exemple. Parfait, merci. OK. Donc, oui, ça c'est un des guidelines plus récents, international, Gold 2020. Je m'excuse, le diapo est en anglais, c'est un guideline anglais, donc je vais juste le parler en anglais pour un moment. So, pulmonary rehabilitation, self-management, and integrative care in COPD. So just the first slide at the top, pulmonary rehabilitation, which is the focus of the slide here, improves dyspnea, health status, and exercise tolerance in stable patients. Reduces hospitalizations amongst patients who have had a recent exacerbation. Donc, c'est ça le but avec des gens qui font le MPOC, qui ont hospitalisation, qui avaient une hospitalisation pour une exacerbation d'MPOC. Il y avait beaucoup d'évidence avant que ça change la mortalité enregistrée dans un programme de réadaptation pulmonaire. Et puis, pendant les années plus tard, c'était un peu plus... l'évidence n'était pas là. Mais juste au 2020, il y avait un rapport de JAMA, un grand rapport qui démontre des milliers d'Américains dans le système américain qui a démontré un effet de mortalité avec la réadaptation pulmonaire. Et ça, en anglais, on dirait the holy grail d'un traitement, c'est toujours la mortalité. Donc, je pense que ça va continuer à démontrer une bénéfice mortalité. Donc, si vous pensez à nos pompes,
ça ne change pas la mortalité pour la plupart des gens. C'est vraiment juste l'oxygène et peut-être dans cet détail, la réadaptation pulmonaire. Donc, il faut changer la façon de penser des gens car ils pensent que la pharmacologie, c'est le seul traitement. Mais les traitements non pharmacologiques, comme la réadaptation pulmonaire, peuvent changer la mortalité de nos patients. Donc, oui, c'est une autre diapo de Gold 2020. Donc, Essential Recommended. S'il y a des cas plus sévères, modérés et sévères, c'est mandatoire de faire la réadaptation. Je dirais qu'à cause que c'est une guideline internationale et il y a des ressources, des limites à chaque nation avec leur programme de réadaptation, c'est pour cette raison qu'ils n'ont pas tout mis ensemble, mais même les gens avec le impact léger peuvent avoir des bénéfices de RP. Okay. Bon, donc c'est une bonne illustration d'un New England Journal of Medicine journal de 2009 de Dr. Casbury. Ça démontre les cibles de la réadaptation pulmonaire. Comme j'avais dit avant, il y a beaucoup de cibles, mais on va concentrer sur les poumons et les muscles. Okay? L'exercice lui-même, cette partie de l'ERP et comment on stratégie pour créer le programme d'exercice. Donc, celui-ci, c'est un rapport de 2015 de Canada, de la Société canadienne thoracologie, Canadian Thoracic Society. Donc, c'était un sondage. Ils ont pris un sondage à 2007, je crois, et 2015 encore, pour démontrer juste un snapshot, juste à cet endroit-là, quelles sont les ressources pour les Canadiens qui ont le MPOC. Ils ont démontré qu'il y a seulement 155 établissements qui offrent le service. C'est très, très petit. La capacité nationale, c'était plus que 10 000 patients par année. C'est beaucoup, beaucoup. Et importantement, seulement 0,4% des patients atteints de la MPOC au Canada ont accès. Donc, si par exemple, on donnait juste à 0,4% de nos patients une pompe ou l'oxygène, ça serait très, très désagréable. Mais l'exercice réadaptation, c'est encore un champ jeune, donc les gens ne savent pas pourquoi c'est aussi important. Donc, on fait aussi un sondage des raisons pour lesquelles les autres centres n'offrent pas leur réadaptation. Et c'est très important pour nous comme groupe, car nous sommes des centaines ce soir, ou une centaine et deux centaines qui vont le voir après. Mais regardez ici, une des plus importantes raisons, c'est lack of designated staff to deliver PR. Donc, il faut s'entraîner, il faut avoir plus de ressources de nos gouvernements pour des programmes de réadaptation pour des gens comme nous, pour s'entraîner et pour gérer des programmes. Bon, OK. La physiologie de l'exercice, c'est mon préféré. Okay. Donc, on va poser ici. Je ne sais pas s'il n'y a aucune question. Sinon, on est bon sur le temps. On est un peu on avance. Non? OK, bon. Pas à date, c'est bon. OK, bon. Donc, on va faire un peu un exercice, je m'excuse pour la blague, un exercice de pensée, thought exercise, OK? C'est ça que je veux vraiment être interactive avec vous autres. Donc, je veux que tout le monde imagine que vous courez, vous faites le jogging que vous faites à chaque journée, car c'est bon pour votre santé. Vous faites le jogging dans le beau Vieux-Port de Montréal. C'est une bonne journée. Tout va bien. Vous courez très vite et vous pensez à vous-même, je veux courir un peu plus vite. Okay? Je cherche pour 2 choses que vous pourrez faire avec vos jambes pour aller plus vite. Okay? Je cherche dans mon cerveau, je cherche pour 2 réponses. Qu'est-ce que mon cerveau pourrait dire à mes jambes? Les 2 choses pour aller plus vite que je vais maintenant.
On a des réponses. Plus grand fleur, augmenter la cadence. Wow. Des experts, des experts. C'est ça exactement. Donc, quand on court, on peut augmenter la fréquence de chaque pas, de chaque foule, ou on peut augmenter la distance couverte par chaque foule. Okay? Ce sont les deux façons que je pourrais dire à mes jambes, allez plus vite. Parfait, vous êtes des experts. OK? Oh, excusez-moi. Bon. Oui, c'est exactement ça. Donc, le point de cet exercice, c'est que ce qu'on dit à nos jambes, comment aller plus vite, notre cœur et nos poumons utilisent la même stratégie. Parmi moi, je trouve que la physiologie d'exercice, c'est très artistique. C'est tout au sujet des débits. Ce sont des débits cardiaques, des débits respiratoires. Et donc, si on pense en cette façon, on va mieux comprendre. OK? Donc, est-ce que vous pourrez voir mon raton quand je fais ça? Non. Non? Non. Ah, OK. Donc, je ne peux pas pointer, par exemple, sur un endroit? OK, pas de problème. Okay. Donc, si je veux aller plus vite, je pourrais changer la longueur des foulées ou le cadence, ça c'est un typo, je m'excuse, cardiaque, le cadence des foulées. Si je veux augmenter, si mon cœur veut augmenter son débit cardiaque à chaque litre par minute, par exemple, il faut augmenter le volume à chaque battement ou la fréquence de cardiaque. Un des deux ou une combinaison des deux. Okay? Si mes poumons veulent atteindre une ventilation plus élevée, il faut aller augmenter le volume courant ou la fréquence de mes respirations. Okay? Les jambes, le cœur, les poumons, c'est la même chose. Okay? C'est ça le principe. Donc, juste par exemple au groupe, si mon cœur veut atteindre un plus haut débit cardiaque, qu'est-ce qui arrive physiologiquement? Le volume ou la fréquence? OK. Je vois quelques fréquences. OK. OK, oui, c'est une bonne, OK, peut-être 100% fréquence. Très, très, très tôt, vous avez raison que le cœur, il n'y a pas grand espace pour avoir plus dans la chambre, dans la salle ventriculaire, mais ça peut grandir un petit peu. Il y a des neurohormones qui agrandissent un petit plus, donc c'est plutôt un peu de grandement de chaque volume d'éjection avant que la fréquence se ramène. Et c'est la même avec nos poumons, en fait. Quand vous courez lentement avec votre ami et vous parlez avec eux, vous n'êtes pas tachypné. C'est à cause que vos volumes courants deviennent de plus en plus grands avant que la fréquence se augmente. Okay? Mais c'est vraiment, vous avez tous raison que c'est une combinaison de les deux pour achever le plus haut débit cardiaque, respiratoire, par exemple. Okay? Donc, le message de ces diapos, c'est que pour augmenter votre ventilation minute, il faut augmenter le volume courant et ou la fréquence des respirations. Okay? C'est une combinaison. Donc, je vais poser au groupe encore une fois. Si on pourrait choisir seulement une, peut-être la majorité de notre stratégie, est-ce que c'est plus efficace pour les poumons de respirer vite avec des petits volumes, ou est-ce que c'est plus efficace pour les poumons de respirer des grands respires? Et peut-être pourquoi, si vous voulez ajouter dans votre réponse. Oui, c'est ça. Donc, je vois grand volume, grand respire. Et pourquoi? Oui, c'est ça, meilleur échange gazeux, c'est ça. Car si on a l'air dans les voies, grands voies pulmonaires qui ne participent pas à l'échange de gaz plus bas dans les unités alvéolaires capillaires, si on est tachypné,
on échange juste tout petit de gaz et c'est effectivement l'espace mort, car il faut que la gaz que je respire ici doit aller tout traverser aux unités alvéoles capillaires. Donc, les grands respirent, moins de tachypnée, c'est plus efficace pour échanger l'oxygène et le CO2. Bon, wow, quel groupe! C'est ça. Donc, je vais changer à cet instant. J'avais vu le sondage au début. Je ne sais pas, est-ce que tout le monde connaît bien la courbe volume-débit? Flow volume curve in English? Okay. Tout le monde? Non? Oui? Non? OK, parfait. J'avais espéré qu'il y avait quelques noms, quoi, car on pourrait tout aller ensemble. OK. Bon. Donc, je vais essayer de partager mon écran ici. Bon. Est-ce que tout le monde voit Paint? On voit HexFit. Ah. On nous voit. Ah. Stop sharing. On va essayer encore. Share your screen. Application window. Je vais essayer encore. Je ne sais pas pourquoi. Et maintenant? Est-ce que ça marche? Là, ça marche. Ça marche? Pour moi, au moins. Oui, OK. Bon. OK, donc, mon écran, j'ai besoin de mon doigt pour écrire, donc je m'excuse. Mais bon, donc, je vais dessiner le axe X et le axe Y. Donc, c'est où le débit et c'est où le volume. Et je vais demander à Emily, car je ne peux pas voir le chat maintenant. Donc, qui va sur X, qui va sur Y? J'attends des réponses. Oups. Je vais leur demander qui. Volume en Y, débit X. C'est ça les réponses que j'ai. OK, peut-être. Mais peut-être c'est l'envers! Donc, oui, donc le X, c'est volume, OK, dans litres par exemple. Et je vais mettre, je suis anglophone, je m'excuse, flow, ou je vais mettre débit. Peut-être que je vais faire flow pour moi et débit pour le groupe. OK, bon. Donc, si on va bas, c'est l'inspiration, bas du ligne X, du axe X. Si on va plus haut que le XX, c'est l'expiration. Donc, ça c'est inspire. Et ça, c'est expire ici. OK? Ici, c'est la capacité totale pulmonaire. OK? Total lung capacity en anglais. J'espère, je m'excuse, les acronymes, des fois, je mélange en français et anglais, mais je vais les tout dire en anglais, car je les sais en anglais. OK? Donc, si par exemple, je fais une inspiration très lente, très normale, par exemple, j'inspire un peu plus envers le volume total pulmonaire, OK? Et puis, je vais expirer. C'est comme ça. C'est comme une bonne cercle, OK? Si on est dans le labo fonction pulmonaire, si on dit, OK, expirer au tout possible, au volume résiduel, par exemple, OK? Et puis, prendre une grande inspiration autant que possible, OK? Et puis, souffle, et puis, pousse. Bon. Donc, c'est ça, le courbe volume-débit, OK? Et j'essaie de vous démontrer que c'est très normal. C'est convexe, c'est pas concave, la courbe expiratoire ici. Donc, quand je fais des petites respirations, pas pendant l'exercice, mais juste au repos, j'ai beaucoup d'espace
il n'y a pas de plafond pour moi, pas de plafond ici pour le débit, pas de plafond ici, OK, pour le volume, j'ai beaucoup d'espace, OK? Donc, la prochaine question, c'est que si, OK, je respire tranquillement et maintenant, je commence à faire l'exercice de plus en plus. Souvenez-vous de la stratégie des poumons. Il faut faire un des deux choses, fréquence ou volume. C'est très important à penser que cette graphe, cette courbe n'a aucune unité de temps. OK? C'est débit et c'est volume. Temps, c'est dans le débit, mais c'est débit et volume. OK? Donc, comment est-ce que c'est un peu difficile de répondre sans être capable de dessiner vous autres, mais peut-être écrire à Emily qu'est-ce que je vais dessiner en prochaine. Avec l'exercice, qu'est-ce que ça va ressembler? OK? Et je vais vous donner quelques moments. Est-ce qu'il y a des réponses? Pas de réponse encore. OK, pas de problème. Correct, c'est correct. Je suis en passant un bel dessin. OK, oui, merci. OK, donc je commence à faire l'exercice. Je vais recruter de volume, mais je vais recruter proche du plafond, mais aussi proche du sous-sol, OK? Comme si c'est une maison, OK? Donc, je vais recruter ici et aussi ici, dans les deux côtés, OK? Donc, ça va l'air comme ça. Donc, c'est un bon exercice. Maintenant, voici, c'était le débit avant au repos. Maintenant, voici le débit. Donc, si j'ai plus de débit, plus de ventilation par minute, je pourrais échanger l'oxygène et les produits de waste products, gaspillage de la métabolisme des mitochondries, ce qui est le CO2. Donc, avec plus de débit pulmonaire, je pourrais échanger les gaz. Je serais plus capable de faire de plus en plus, OK? Donc, et encore, je vais faire plus en plus d'exercices, je vais grandir encore. Wow! Regardez celui-ci, OK? Donc, je suis bien capable d'achever des grands débits. Je serai bien capable de faire un bon effort et ça va être un test cardio-respiratoire normal pour moi, OK? Donc, c'est ça le normal. Peut-être je vais changer de nouveau. Bon, donc on va changer à une autre courbe. Cette fois-ci, c'est une courbe les unités vont changer, OK? Donc, maintenant, celui-ci, c'est le temps, c'est time sur axe X. Et maintenant, je vais mettre le volume ici, OK? Donc, c'est l'axe Y, c'est le volume et temps. Quand nous sommes dans le labo, et bon, on voit la respiration tranquille d'un patient. Ça a l'air d'être comme ça, tranquille. Donc, je vais demander au groupe, je vais dessiner une ligne. Qu'est-ce que ça représente? Juste ici, au fin d'une expiration tranquille. J'ai une réponse des volumes courants. OK, mais la capacité que je démontre ici, c'est après une expiration passive, car le paroi thoracique, la cage thoracique, veut toujours agrandir à l'infini. Et les poumons, ils sont des sponges, veulent toujours collapser, s'effondrer autant possible. Et après une expiration tranquille, les deux sont en lien comme ça et il y a un équilibre et ça représente une capacité spécifique. J'ai une autre réponse, une volume de réserve expiratoire, volume résiduel. Bon, c'est ça. Donc, en anglais, functional residual capacity, OK? Et changement de lettre pour le français. Mais c'est ça, c'est exactement l'expiration sans l'exercice, ça devrait être passif. Donc, c'est vraiment le tug of war, les échanges entre le paroi thoracique
et les poumons. Et quand il achève l'équilibre, c'est ça, functional residual capacity, c'est ça. Ou dans le monde d'exercice, on pourrait dire end expiratory lung volume. Okay, le volume au fin de l'expiration. Okay? Parfait. Donc, si je dis à un patient, OK, maintenant, je veux que vous inspirez autant possible, tout au volume total pulmonaire, et puis expirez avec toute fortesse. OK? Donc, ça va être l'air comme ça. Et grand, et expiration. OK? Et retournez. OK? Comme ça. Donc, ça, c'est quoi? Quel volume? Nous sommes bien au sous-sol maintenant. J'ai VMS, volume résiduel. C'est ça. Bon, le volume résiduel. Donc, ça, entre ça et ça, c'est quoi? C'est vital pour savoir. Capacité vitale. C'est ça. Oui, c'est ça. Parfait. Bon, OK. Quel groupe intelligent. C'est bon. Donc, la dernière chose que je vais dessiner, c'est la même chose encore. Les mêmes axes X et Y. OK? Donc, si maintenant on a une personne normale, sans maladie, sans MPOC, et je leur force à faire l'exercice progressif. Comme nous avons dit avant, il faut pour recruter, pour avoir plus en plus de débit, pour être capable de faire l'exercice, il faut recruter la volume. Et comme on avait dit en avant, qu'il faut recruter de l'inspiration et aussi de l'expiration. OK? Donc, ça va être tout tranquille. Et un peu plus d'exercice, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Wow! Donc, nous sommes très bien capables de générer des débits avec de tels volumes grands comme ça. OK? C'est ça la réaction normale que vous et moi qu'on fait quand on fait le jogging dans le Vieux-Port de Montréal. OK? Donc, il faut le mémoriser, OK? Car on va le comparer au MPOC après. OK? Donc, je vais retourner. OK. C'est ça. Donc, c'est ça. Je ne sais pas qui. Est-ce que la groupe va avoir tous les diapos après? Oui. OK, parfait. Oui, c'est ça. Donc, dans mon expérience, ça vaut mieux aller étape par étape que vous démontrer de telles figures et c'est trop difficile à comprendre. Mais c'est exactement qu'on parlait. Donc, la réaction au parti gauche, là, c'est le débit-volume. De plus en plus grand cercle et on fait le recrutement de l'expiration, mais aussi de l'inspiration, les deux côtés pour avoir des grands volumes pour de faire un bon effort avec des grands débits ventilatoires. Okay? Parfait. Donc, c'est ça. Il y a les plafonds, ceiling, c'est ça, plafond? OK. Donc le plafond, je dirais, il y a un plafond dans la figure gauche, le plafond de la courbe lui-même, c'est un plafond de débit. C'est comme notre débit maximal, en fait. Et le plafond du débit du courbe au endroit gauche, c'est le limite, c'est le plafond de notre volume qu'on peut recruter. Et en cette façon, si on l'achève, on doit arrêter, il n'y a plus de volume à recruter, il n'y a aucune façon d'augmenter son ventilation. OK? Il y a un autre plafond, donc est-ce que je vais juste vous demander, ça devient un peu compliqué, mais il y a un plot, 9-plot Wasserman graph. Il y a 9 plots qu'on fait dans le labo d'exercice de tels graphes comme celui-ci, mais il y a 9 de ces graphes. Est-ce que vous connaissez la groupe? Est-ce que vous connaissez Wasserman plots? Wasserman, c'était vraiment le grand maître de cette science d'exercice physiologique. Est-ce que vous connaissez Wasserman plot? Donc, ça fait aucune différence. Celui-ci, c'est Wasserman plot numéro 4. OK? Donc, sur le axe X, c'est VCO2. Sur axe Y, c'est la ventilation à minute.
souvenir toujours qu'au début, notre exercice mental, quand on fait le jogging, on veut plus de débit. Donc, le débit, c'est Y maintenant, l'axe Y, OK? Ventilation minute, car on a besoin de générer ça pour faire notre effort, OK? Donc, c'est un peu compliqué, mais avec de plus en plus d'exercices, nos mitochondries ont besoin de plus en plus d'oxygène et ils génèrent de plus en plus CO2 qui doit être éliminé par nos poumons, OK? Dans l'axe X, avec l'exercice plus agressif, le VCO2 il va augmenter. L'axe Y, c'est nos poumons. C'est la réaction de nos poumons. Donc, quel type de ventilation est-ce qu'on pourrait générer pour être capable de sortir cette CO2 de notre corps et d'avoir de plus en plus d'oxygène qu'on a besoin pour faire de plus en plus d'exercices. Donc, si on pense à la pente de cette ligne, la pente, c'est une réflexion de l'efficacité de nos poumons. Car si la pente est bien petite comme ça, pas très, not steep, but shallow comme ça veut dire que pour un tel VCO2, on n'a pas besoin de tellement de ventilation pour être capable de faire les échanges de gaz. Par contre, si la pente est très élevée, if it's really steep, the slope is really steep, c'est une réflexion que on a besoin de générer beaucoup de ventilation pour un tel niveau de CO2. Et donc, c'est ça qu'on parlait avant avec l'espace mort. L'espace mort, ça pourrait être nos voies grandes qui ne participent pas à l'échange de gaz. Mais à la même fois, ça pourrait, si vous avez l'emphysème et vos poumons sont la fromage suisse, vous n'avez pas les unités alvéolaires capillaires pour faire l'échange. C'est tout cicatrice et c'est tout détruit. Donc, ça contribue aussi à l'espace mort. Et donc, avec nos patients avec MPOC, on voit une pente très élevée car il faut générer beaucoup de ventilation car il n'y a pas beaucoup d'unités intactes alvéolaires capillaires pour être capable de faire l'échange de gaz. Donc, quand je vois un 9-plot Wasserman curve et je vois courbe numéro 4 et je vois une pente très élevée, je dis, OK, il y a beaucoup d'espace mort. C'est un peu une simplification, mais pour for our purposes, ça marche, OK? Donc, il y a ça, mais il y a aussi le plafond, la ligne rouge, le VVM, la ventilation volontaire maximale. C'est notre estimation comme personne qui fait le test que c'est quoi la ligne rouge maximale que le patient devant nous est capable de faire avec un grand effort. OK? On voit avec ce patient normal que la ligne rouge est bien élevée, donc on a beaucoup d'espace, OK, entre notre ligne bleue et notre ligne rouge, même à l'exercice maximal. Même au bout de l'exercice, on a le RR ici, il y a un peu de réserve respiratoire. OK? Donc, c'est très important. Ça c'est le niveau, la réponse normale à l'exercice. OK? Donc, je vais vous demander, donc, il y a le cœur et les poumons. Donc, les pneumologues et les cardiologues se chicanent toujours. C'est quel organe qui cause la limitation de le patient devant nous? Est-ce que c'est les poumons? Est-ce que c'est le cœur? Donc, je demande à la groupe quel organe dans moi et vous va vous limiter? Est-ce que c'est vos poumons ou est-ce que c'est votre cœur? Donc, on a deux réponses. Les poumons, les cœurs, les deux. OK, bon. Unanime là-dessus. Un bon 50-50. Oui, OK, parfait. Ouais. Donc, en vérité, c'est le cœur qui va nous limiter. C'est à cause que, se souvenez de la stratégie des organes pour augmenter le débit, OK? Donc, le cœur, pour augmenter le débit cardiaque, ils ont seulement deux choix. Un choix, c'est un ventricule plus gros. L'autre choix, ce sont les battements de cœur. Mais se souvenir que
avec l'âge, le niveau des battements de cœur, ça devient moins en moins. Et ça pourrait être un patient sédentaire, même normal, mais sédentaire, ou ça pourrait être Lance Armstrong lui-même. Il y a une limite de nos battements de cœur avec l'âge. Okay? Donc, c'est une réponse normale quand je vois le 9-plot Wasserman curve et je vois, OK, il ou elle est limité par le cœur, mais pas limité par le poumon. Je dis, OK, mais si l'effort était bon pour les autres, est-ce qu'il ou elle était épuisé, aucune désaturation? Le RER, est-ce qu'il avait atteint le seuil anaérobique? Ce sont toutes des indications, même s'il y a une limitation, ça me dit, oh, c'est une test maximale, c'est pas sous-maximal, c'est pas une manque d'effort qu'il y a des trouvailles abnormales. Non, c'est un test maximal et en fait, une test normale d'être limité par les battements de cardiaque. Donc, les battements de cardiaque devraient être bien 90% que leur max prédit pour que je me rassure que c'est un test maximal. OK? Donc, pour nous autres, on devrait avoir une bonne réserve, même à l'exercice maximal qu'on fait nos tests cardiopulmonaires. C'est la flèche bleue ici. Même à l'exercice maximal, il faut avoir un peu de réserve. C'est normal d'avoir de réserve. C'est encore maximal, même si on a la réserve. Car nous sommes limités par le cœur, par les poumons. OK? Bon. OK, section 3. OK, on a moins de 15 minutes. Donc, maintenant, on va parler au sujet de MPOC. Donc, ça vaut la peine de prendre nos temps avec la physiologie normale d'exercice, car il faut comprendre le normal avant de comprendre la normale ou le MPOC. OK? Bon. Bon. Donc, les désavantages structurels et mécaniques de la MPOC, et on disait partout dans la présentation, on parlait un peu de ça. OK? Donc, ça, c'était comme les bronchites chroniques. OK? Il y a plus de résistance car il y a plus moins le rayon des voies aériennes. OK? Le parenchyme, c'est pas spongeux, mais c'est le fromage suisse. Et donc, le parenchyme ne donne pas d'appui perpendiculaire aux voies pour leur rester ouvert. C'est floppy, comment on dirait en anglais. It's floppy airways. No tethering, OK? À cause de la destruction parmi les gens avec emphysème. Et parmi les gens avec la bronchite chronique, c'est l'inflammation et l'expectoration. Donc, il y a des tout petits rayons aériens. Et donc, c'est vraiment un problème avec achever le débit respiratoire. OK? C'est une bonne question pour le groupe. C'est quoi la loi de Puzoe? C'est vraiment pour les blood and guts physiologists. Puzoe's law. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Puzoe. Les lois de Puzoe. On n'a pas de réponse à date. Est-ce que tu peux répéter la question? Qu'est-ce que c'est la loi de Puzoe sans utiliser Dr. Google? Donc, la loi nous indique que avec la relation entre la résistance des voies, des branches, OK? La résistance des branches, c'est proportionnel inversement. Je vais le dire en anglais aussi, car mais la résistance est inversement proportionnelle au rayon, au pouvoir 4. So I'll say it in English because you're more bilingual than I am. So Puzoe's law is that the airway resistance is inversely proportional to radius to the power of 4. Okay? Donc, ça veut dire que des tout petits changements, grands ou moins grands, de vos voies aériennes pourraient drastiquement changer la résistance au débit.
Et on doit se souvenir qu'au fin du jour, on doit atteindre un débit pour faire notre exercice. OK? Donc, avec des chroniques, des bronchites chroniques et les emphysèmes, les changements, des tout petits voix et beaucoup, beaucoup de résistance. Donc, quand les gens avec le MPOC font une inspiration, ils ne sont pas capables de faire leur expiration en temps. Il y a autant de résistance, mais à la même fois, il n'y a pas l'appui structurel et il y a de collapse des voix. OK? C'est vraiment un grand problème. C'est le problème clé pour les gens avec le MPOC. OK? On a une petite question ici. Oui. Vois-tu, ouais? Oui. C'est rayon le diamètre des voix. Oui, Gregory a raison, mais au lieu d'être égal, c'est proportionnel car il y a autre variable. Donc, so it's proportional to, car il y a autre variable dans la loi. OK. Le rayon, oui. Le rayon des voix. OK? Mais le message là, c'est juste que les tout petits changements aux tailles des rayons peuvent avoir des grands changements pour votre patient devant vous. OK? Pour le travail de respirer. OK? Donc, c'est ça le message de celui-ci. Le message du figure rouge, là, c'est qu'il y a la destruction de... Ça, c'est une alvéole. Et ça, c'est une capillaire. Et ici, c'est l'échange de gaz. Mais avec la destruction, on a beaucoup d'espace mort avec le MPOC. Et finalement, avec toute cette hyperinflation, il respire comme ça. Donc, le diaphragme, notre muscle principal pour faire l'échange de gaz, notre pompe mécanique principale, est dans une relation désavantageuse pour être notre pompe. Donc, il faut relier sur des autres muscles et on va parler plus de ça plus tard. Okay? Donc, il y a beaucoup de défis pour les patients avec MPOC pour atterrir le débit, et c'est ça le Holy Grail, le flow, le débit qu'on essaie d'achever avec l'exercice. OK, donc c'est ça. Donc ça, c'est de Wasserman, c'est plus de 20 ans âgé, mais c'est encore, ça fait du sens là-bas et ça fait du sens maintenant encore. Donc, avec le MPOC, il y a de travail de respiration, le recul élastique, c'est moins, il y a plus d'obstruction, comme on avait dit, des tout petits rayons, des grandes résistances au débit. Donc, ça cause les problèmes de ventilation. Sur le côté gauche, il y a l'espace mort, comme on avait dit, la destruction des unités capillaires alvéolaires, beaucoup d'espace mort. On devient acidotique car on relie trop tôt sur la respiration mitochondriale anaérobique. Donc, c'est tout un cercle qui cause l'arrêt de l'exercice trop tôt pour les gens avec MPOC. Donc, l'exercice, j'aime l'exercice et je pense que c'est important, mais pour nos patients, l'exercice, c'est de vivre indépendant, c'est de faire le ménage, c'est de manger, de soigner pour lui-même. C'est ça, pour eux, c'est l'exercice. Donc nous autres, on parle de l'exercice, mais c'est vraiment c'est la différence entre l'indépendance pour nos patients et la dépendance. Donc, il y a de grands messages importants ici pour l'insuffisance d'exercice avec des patients de MPOC. Okay? Bon, donc on va retourner, go back to the chalk talk. OK. OK, est-ce que ça marche? Est-ce que tout le monde voit? Moi, je le vois. OK. J'espère que tout le monde aussi. OK, ouais, bon. ouais, ça va. OK, bon, on va redessiner. Je sais qu'on a 5 minutes qui restent, mais si on pourrait, comme un groupe, avoir la réponse ici. Donc, parmi moi, j'avais fait mon but pour la discussion pour ce soir. Car il y a beaucoup de concepts qu'on avait discutés. Donc, si tout le monde comprend cette partie, je serais bien content. OK? Donc, on va redessiner. OK? Bon.
Pour moi, je vais faire flow, c'est le débit, le volume, OK? Donc, pour une personne normale, c'est comme ça. OK? Mais pour un patient avec MPOC, c'est plutôt comme ça. Et c'est très concave, très, très, très concave. OK? En anglais, on dirait scooped. It's a scooped appearance. Concavité des débits. On parlait avant du plafond. OK? Donc, regardez le plafond d'une personne normale, OK, ici, et regardez le plafond de débit pour une personne avec MPOC. OK? Regardez le plafond de volume pour une personne normale. C'est beaucoup. Et regardez le plafond de volume pour une personne avec MPOC. OK? Donc, c'est très limité juste pour commencer, juste pour sauter sur la bicyclette, juste pour commencer de faire le jogging, beaucoup de désavantages. OK? Bon, donc on va redessiner. OK? Bon, donc des tout petits volumes et comme ça. OK? Donc, si la respiration tranquille, OK, c'est comme ça, OK, comme ça, tout petit. Donc, déjà, il n'y a pas beaucoup d'espace. Si on voit verticalement, le plafond de débit, ça va arriver très proche, OK? Donc, ils vont commencer, donc, on va commencer de faire le jogging, OK? On commence l'exercice. Donc, il essaie, juste comme une personne normale, de recruter au sous-sol et au plafond. OK, comme ça. Bon, donc un peu, il était capable de faire un peu plus que repos. Bon, mais on a déjà atteint notre plafond. Donc, c'est quoi la stratégie d'une patient avec MPOC? Il faut, si on a à notre limitation de débit, il faut recruter le volume pour avoir de plus en plus de débit. OK? Donc, c'est ça la stratégie. Donc, il faut aller dans cette direction. OK? Ici, c'est le plafond. OK? En anglais, on dirait le key. Le clé ici, c'est expiratory flow limitation. Donc, limitation expiratoire débit. OK? C'est ça la clé des gens avec le MPOC. Dès qu'il atteint leur expiratory flow limitation, il faut traverser de volume de plus en plus grand, il faut aller à la gauche, OK? Donc, c'est ça, c'est la hyperinflation, hyperinflation. Et à cause que c'est l'exercice et ça change, les volumes changent quand on progresse dans l'exercice, c'est dynamique. Donc, dynamic hyperinflation ou hyperinflation dynamique, OK? Donc, la stratégie, c'est de recruter plus. Il n'y a rien qui reste dans le sous-sol, il faut aller au plafond. Donc, il faut traverser un peu plus ici et on atteint un peu plus de débit. Bon, maintenant, le plafond est ici pour le débit. On peut faire tout petit, un peu plus d'exercice. OK, il faut aller encore plus. Donc, il faut traverser plus en plus gauche. OK, un peu plus d'exercice. Et la dernière fois, boum, on avait notre plafond de volume et on avait déjà atteint nos plafonds de débit très tôt et notre stratégie comme patient avec MPOC, c'est de recruter de plus en plus de volume. Mais maintenant, je vous demande de faire un exercice avec moi. OK? Je veux que tout le monde respire tranquillement. OK? Respire tranquillement. Juste comme ça. OK, dans la prochaine respiration, allez le moyen possible. Et respire ici. Et puis allez au total. Continuez. Continuez. Donc, c'est ici où nos patients avec MPOC habitent. Ils souffrent ici. Et c'est la seule façon d'avoir aucune qualité de vie, de faire aucun ménage, c'est la stratégie pulmonaire, OK? Et c'est la seule stratégie à cause des limitations extrêmes de nos patients.
OK? Est-ce que ça fait du sens? Je ne vais pas avancer avant que ça fait du sens pour la plupart de la groupe, car c'est ça la clé. En anglais, on dirait expiratory flow limitation and dynamic hyperinflation. Les deux clés de limitation MPOC. OK? Est-ce que ça marche? OK, bon. Ouais. Bon. OK, parfait. OK, donc on va continuer. Oups, et j'avais donné la réponse. Donc, je vais partager encore. Juste une petite question. Oui. Donc, c'est comme si ça avait les poumons pleins en tout le temps? Oui, particulièrement durant l'exercice. Car Okay. si c'est moins du plafond au repos, ils n'ont pas besoin de recruter. Mais s'il n'y a aucun mouvement, s'il faut aller prendre son oxygène, par exemple, s'il n'y a aucun stress, aucun exercice, oui, c'est ça la stratégie. Ils vivent hyperinflation. OK? Donc, c'est difficile de comprendre comment nos patients vivent leur vie au quotidien. Et donc, elles ne pouvaient pas expirer profondément? Pardon? Est-ce qu'ils sont capables d'expirer profondément? Oui, c'est ça. Donc, à cause de la stratégie, se souvenir que le plafond de débit, c'est de moins en moins les plus petits volumes qu'on vient. OK? Donc, il n'y a pas beaucoup de stratégies pour un patient de MPOC. Il y a un plafond déjà là. Ils ne peuvent pas recruter au sous-sol et aussi au plafond. La seule stratégie, c'est de recruter du plafond. Mais c'est une stratégie temporaire gagnant, mais plutôt ça cause la limitation exercice. Et est-ce qu'il y a une augmentation de la CRF et une diminution, je peux pas dire le mot, diminution de volume de réserve inspiratoire? Bon, oui, c'est parfait. Donc, ça nous amène, bonne question. Je vais essayer de partager l'écran encore une dernière fois. Merci pour la question. Bon, donc si on dessine encore, OK? Donc, volume et le temps, OK? Maintenant, ce n'est pas un patient normal devant vous, c'est un patient atteint de MPOC, OK? Il respire tranquillement, OK? À cause, on sait l'autre courbe, on sait les limitations de débit, OK? On sait qu'ils ne peuvent pas recruter tellement dans le sous-sol, qu'il n'y a rien de débit pour eux. Il n'y a pas rien d'espace dans le sous-sol de débit. Il faut aller de plus en plus des grands volumes, OK? Donc, au lieu de faire ça comme une personne normale avec l'exercice, il faut faire ça. Car avec chaque expiration, ils n'ont pas le temps, avec de telles grandes résistances des voies aériennes, il n'y a pas de temps d'expirer avant de prendre la prochaine inspiration. Donc, ça monte. C'est la hyperinflation dynamique. Et ici, par exemple, c'est la capacité totale pulmonaire, the total lung capacity. Donc, c'est ça la stratégie perdant malheureuse d'une patiente qui souffre de l'MPOC. Okay? Est-ce que ça fait du sens? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Okay. Donc ici, la figure, on démontre la seule stratégie. Il y a déjà, sur le côté gauche, déjà le plafond, c'est là déjà, presque au repos. Donc, il faut avancer de plus en plus hyperinflation pour achever leur débit pour faire l'exercice. Et sur la courbe droite, on voit la hyperinflation dynamique avec l'exercice. C'est la seule stratégie qu'ils ont avec leurs poumons. Le dommage est fait, malheureusement, avec les cigarettes, etc. Okay? Donc, une question. Donc, les patients sont souvent en hyperventilation?
Oui, ça dépend de la sévérité. Donc, il y a des patients avec le MPOC léger, il y a des patients avec le MPOC plus sévère. Donc, ça dépend. Okay? Mais avec nos patients plus sévères, on voit une capacité d'exercice très baissée et c'est à cause de tels problèmes comme ça. Et eux autres, oui, il y a beaucoup d'hyperinflation. Okay? Puis une autre question, je ne sais pas si tu vas arriver à ça plus tard, mais la MPOC, est-ce que ça peut s'améliorer avec l'exercice physique et ou une perte de poids? Oui, bonne question. Donc, c'est ça. La grande chose avec les poumons, c'est que lorsqu'on a le dommage, les cicatrices, l'emphysème, le bronchite chronique, dans une certaine façon, le dommage est fait. Le dommage est fait. Mais dans mon cerveau très simple, mon but comme spécialiste réadaptation pulmonaire, c'est de mettre une stress sur les muscles. OK? Il doit y avoir une stress, mais il faut l'achever avec les poumons qui sont très endommagés. Donc, ça nous amène aux stratégies qu'on utilise. C'est une bonne segue au quatrième partie de notre présentation, car parmi moi, si j'ai pas aucune de stress sur les muscles, il n'y a pas d'hypertrophie, il n'y a pas de musculation, ils ne peuvent pas vivre indépendamment à la maison. Donc, c'est ça, la seule but, c'est de surmonter le défi des poumons qui sont endommagés. Et c'est ça, on utilise les principes physiologiques pour l'atteindre, pour exercer une stress sur les muscles. C'est ça toute la réponse de réadaptation pulmonaire parmi moi. OK? Donc, on a quelques autres questions. Donc, c'est l'hyperinflation et l'hyperventilation. Est-ce que c'est les deux en même temps? Oui, et la tachypnée, je ne veux pas mincer les mots, mais car ventilation, c'est le produit, et ventilation, c'est le produit de la fréquence et la volume. Oui, donc oui, il y a beaucoup de tachypnée, il respire très vite, mais c'est pas, si on a des tout petits volumes, c'est pas une stratégie gagnante, ok? Mais il respire très vite avec des tout petits volumes. Donc, comme on avait dit en avant, c'est pas une stratégie gagnante. En fait, ça augmente l'espace mort et moins d'échange de gaz. Donc, est-ce que c'est la même chose pour les patients qui souffrent de bronchite chronique et d'emphysème ou c'est plus accru pour l'emphysème? Oui, c'est ça. Donc, traditionnellement, les textes médicaux, les livres disaient qu'il y a des deux champs, des deux groupes de MPOC, mais en réalité, c'est très... une telle patient, réalistiquement, a les deux. Et ça pourrait être un peu géographique différent, par exemple. Mais les deux conséquences de la MPOC travaillent ensemble. Mais par exemple, donc, on parlait de la résistance des voix, par exemple. Parmi les phénotypes emphysémateux, c'est le parenchyme, la fromage suisse, no tethering of the airways, donc des airways, floppy airways, et beaucoup plus de résistance. Parmi les chroniques bronchites, c'est l'inflammation, c'est les crachements et c'est beaucoup plus de résistance. Donc, the same endpoint, la même réponse finale, c'est la résistance très élevée, mais la physiopathologie, c'est un peu différent entre les deux. Mais parmi nous autres, on voit dans le labo d'exercice, ça devient à la même finale réponse. Okay. Et donc, concrètement, comment augmenter son volume? Comment déplacer le court volume tant par la gauche? Oui, c'est ça. Donc, on va parler dans la section 4, si vous avez le temps, car on a été 10 minutes plus que le temps qui était donné. Donc, je ne sais pas si on veut continuer ou c'est comme vous voulez, mais on pourrait le répondre dans la section 4. Okay. Oui, je pense que tu peux continuer. Je pense que oui. OK, bon. Donc, on va avancer. Je m'excuse pour être tellement en retard. Donc, voilà l'autre. Vous voyez l'écran, mon écran?
C'est pas Paint maintenant, ce sont les diapos? Oui, c'est ça qu'on fait. OK, bon. Donc, l'autre plafond qu'on avait parlé d'avant, c'est le VVM, c'est l'autre plafond, OK? Et comme on avait dit, si le plafond est moins élevé, on a moins d'espace, OK, pour faire notre effort ventilatoire. Donc, si la ligne horizontale est plus bas pour commencer, il y a beaucoup moins de travail avec, OK? Donc, c'est ça qui arrive avec le MPOC. Et aussi, si la pente est plus steep, si c'est plus élevé qu'une personne normale, c'est comme ça. Donc, on va l'atteindre plus tôt qu'une personne normale faisant l'exercice. Donc, il y a deux problèmes. Le horizontal, c'est plus bas et la pente est plus steep. OK? Donc, c'est ça qu'on voit dans le Wasserman plot, numéro 4. OK? Donc, c'est tous les plafonds. Il y a des limites des plafonds et chez les gens avec le MPOC, il y a beaucoup de plafonds bas. OK? OK, section numéro 4, les techniques. Donc, voilà notre entraînement. Donc, on est équipé avec les outils et le background physiologique pour maintenant continuer. Il y a des questions assez difficiles dans cette section. Donc, on pourrait, we can skip si ça devient un peu trop physiologique pour vous autres, mais j'aime parler de telle matière. OK? Donc, on va le diviser en trois façons, trois stratégies pour améliorer la capacité d'exercice chez les gens avec le MPOC. On pourrait le cible les muscles, le cible de la prescription d'exercice ou la cible des voies aériennes. Okay? Donc, on va commencer numéro 1 avec les muscles. Donc, je veux que ça soit un peu interactif, s'il vous plaît. Donc, quels muscles peuvent être recrutés pour aider à la ventilation? Comme nous avait dit, ça, c'est un rayon X ici d'un patient de MPOC. On voit en anglais, c'est le barrel chest, hyperinflation. OK? Et aussi, on voit que la diaphragme, à cause de la hyperinflation, c'est plus bas. C'est pas capable d'agir comme une pompe. OK? Donc, si notre pompe principale ne marche pas, quels sont les autres muscles respiratoires qu'on peut recruter? On a quelques réponses déjà. On a le diaphragme, tous les muscles, les intercostaux, les dentelles, les trapèzes supérieurs. Parfait. Expert. Donc, si on essaie de recruter de tels muscles, comment est-ce qu'on pourrait le faire dans un programme de réadaptation? Quelles sont les stratégies pour les recruter? C'est très simple, c'est très, très simple. Okay. Isométrique, les mains appuyées. OK, oui. Vous avez tout raison, vous avez tout raison. Dans ma tête, la réponse, c'est tout simplement la position. Le positionnement, il faut, comme on avait dit, il faut éduquer les patients si on est en train de faire l'exercice ou en train de faire le ménage ou quoi d'autre, s'habiller, etc. Il faut changer la position dans une position favorable pour de tels muscles. Donc, si on veut recruter les muscles scalene, sternocleidomastoid du cou, il faut être dans la même direction de gravité, par exemple. Donc, si on fait la position en avant, OK, ça pourrait être aider à recruter ces muscles pour moins de travail pour de tels muscles. À la même fois, si on va en avant, par contre, si on va tout en bas, tous les contenus abdominaux poussent contre le diaphragme. Donc, il y a une hautesse de pression contre le diaphragme, ça devient encore moins efficace, encore plus de travail pour la respiration. Donc, si on va en avant, ça pousse les contenants abdominaux dans l'abdomen et les poumons peuvent respirer mieux. OK? Donc, et aussi, si on utilise nos mains
on peut recruter de tels muscles accessoires et on peut à la même fois rester, être au repos un peu. Okay? Donc, c'est ça des tout simples stratégies. Donc, vous avez tout raison, muscle de l'inspiration, muscle de l'expiration active, car se souvenir que l'expiration devrait être passive, typiquement. Et vous avez me dit tous les muscles dans le chat. Donc, c'est parfait. Donc ici, j'avais essayé d'utiliser les ressources qu'on avait parlé au début, mieux vivre avec un MPOC ici, c'est ça la ressource, c'est un bon poster qu'on pourrait mettre dans la clinique par exemple, pour enseigner les patients, si vous êtes assoyé ou si vous êtes debout, les telles stratégies, s'ils deviennent essoufflés soudainement, c'est ça, il faut les éduquer, les entraîner. OK, quelle position est facile d'utiliser pour améliorer l'essoufflement. Okay? Donc, ce sont des tout petits trucs, mais ça marche, c'est vraiment un changement dans la qualité de vie de ces patients. Okay? Bon, numéro 2. Technique de respiration. Donc, c'est ça, ça va être très compliqué. Donc, félicitations si vous me suivez pendant les prochaines diapos. On va parler des stratégies de respiration, inspiration et expiration. Comment est-ce qu'on peut utiliser des stratégies inspiration et expiration avec de tels patients, avec MPOC, avec de tels problèmes physiopathologiques qu'on avait parlé avant? OK, oui, je vois déjà. Lèvres pincées. Qu'est-ce que les lèvres pincées? Qu'est-ce que ça fait? Vous avez raison, 100%. Mais qu'est-ce que ça fait? Pourquoi est-ce que ça marche? Peut-être on va reculer. Qu'est-ce que c'est un point de pression égal? En anglais, equal pressure point. PEEP. PEEP, c'est la réponse, mais donne-moi un peu plus. Donc, peut-être on va reculer un peu. Qu'est-ce que c'est un point de pression égal? What is an equal pressure point? Peut-être on va retourner au On a quelques réponses, Brian. OK. Maintiens les voies respiratoires ouvertes. Ça crée un PEEP. C'est peut-être le problème, pas la solution, le point de pression égal, peut-être. Bon, Étienne. OK, bon, oui, c'est ça. Bon. Donc, est-ce qu'on voit le paint ici? Oui. Ouais. OK, bon. Donc, si, voilà, une alvéole, OK, une toute petite branche, OK. Voici une boîte. OK, voici la bouche. OK, ici, cet côté ici, c'est la bouche. OK. Et voici une boîte. OK. Donc, l'alvéole, c'est un modèle simple du poumon entier. OK. Donc, le poumon entier ou une simple alvéole habite dans la boîte. La boîte, c'est notre cage thoracique. C'est la paroi thoracique. OK. Donc, s'il y a des pressions, si on fait une grande inspiration, au fin de l'inspiration, il y a une certaine pression dans l'alvéole. C'est comme un ballon gonflé, OK, au fin de l'inspiration. Donc, nous sommes bien capables, avec de telles pressions, aux bouches, c'est 0, OK? Et aux alvéoles, c'est 50, par exemple. Il y a une gradient de pression depuis l'alvéole et nos bouches, et c'est pour cette raison que l'expiration soit passive, OK? Donc, c'est peut-être 40 ici, et peut-être 30, etc. 20, 10, jusqu'aux bouches, jusqu'au 0. Si on veut être actif avec notre expiration et se souvenir que durant l'exercice, ça devient actif, car il faut générer des grands débits très rapidement, donc ça devient l'expiration active. Donc, la boîte, peut-être on donne une pression de, je ne sais pas, 70, quelque chose comme ça, pour aider
Non, je m'excuse. Je vais reculer un peu. Okay. Peut-être on donne une pression additionnelle de 30. Donc, il y a une pression de 80 pour laisser la gaz sortir des poumons aux bouches. Okay? Donc, 80, ça marche très bien. Okay? Si on a des voies aériennes normales, pas d'emphysème, la structure, ça serait bien fort et ça ne serait pas de collapse de nos propres efforts. Mais si vous avez le MPOC et si vous avez la fromage suisse comme poumon, il n'y a pas de tethering of the airways, no airway tethering, floppy airways. Donc, la pression que l'alvéole sent ici, c'est la même pression que les bronches sont ici. Et si les voies n'ont pas une intégrité structurelle, peut-être à 30 et 30 égales, et quand il n'y a aucun gradient de pression, on n'aurait aucun plus de débit. Ça va collapser et on va rester avec un peu de pression dans les poumons avec chaque prochaine respiration. Et se souvenir que c'est ça vraiment la hyperinflation dynamique. C'est ça. Un peu plus de pression, un peu plus de pression, un peu plus de pression avec le fin de chaque expiration. Okay? Donc, c'est ça le problème. C'est ça, cette pointe ici, dans les voies aériennes, ça s'appelle le equal pressure point, la pointe égale de pression. OK? OK. Donc, voilà. C'est ça le point de pression égale. OK? Donc, si on connaît le point de pression égale, si on a une petite pression aux bouches, aux fins des voies, si c'est un peu plus positif, okay, ça nous aide avec le gradient et peut-être la pression que notre cage thoracique donne aux alvéoles, mais aussi aux bronches qui sont floppy avec les patients avec MPOC. Peut-être c'est juste assez pour avoir juste un peu plus d'air d'expiration. Donc, ça nous donne une expiration un peu plus normale. On pourrait aller un peu plus envers la sous-sol, ce qui est normal, au lieu de juste aller au plafond, ce qui est anormal. Donc, c'est très, très important chez les gens avec MPOC de faire les exercices, OK, avec les lèvres pincées. Ça nous donne un peu de pression, ça donne également, et les bronches deviennent un peu plus ouvertes pour un peu plus durant l'expiration. C'est ça la stratégie. Donc, si on comprend la physiologie, on comprend pourquoi on enseigne nos patients de faire ça. OK? Est-ce que ça marche? Oui. Donc, en bref, on doit recruter les muscles expiratoires dans le réhab en plus de positionnement pour faire sortir le plus d'air possible. Oui, des telles stratégies nous donnent un peu plus d'espace, se souvenir des limites ventilatoires, les plafonds, si on peut expirer un peu plus, ça devient un peu plus normal, on a un peu plus d'espace, on peut faire un peu plus d'exercice, par exemple. Ce sont des stratégies, le dommage est fait au poumon, mais de telles stratégies vont nous aider d'exercicer un peu plus comme une personne normale, si ça fait du sens. Mais à la même fois, si on peut faire un peu plus d'exercice avec chaque visite, si c'est un peu plus intense pour la musculation, si on peut donner un peu plus de stress à cause de débit qu'on crée, à cause de telles stratégies, on devient de plus en plus en bonne forme comme un patient avec MPOC et on peut vivre plus en plus indépendant. OK? Donc, c'est tout lié, c'est ça. OK. Ça, c'est une étude. Peut-être que nous sommes... Oui, peut-être on va le dépasser. C'est ça. Mais ça, c'est très rapidement, c'est une étude de gens de MPOC avec leur respiration typique et après l'entraînement, pursed lip breathing, c'est ça, PLB ici, et ils ont atteint une pattern de respiration, de ventilation plus normale, plus significative. Okay. Oh mon Dieu, c'est une autre question. Technique de respiration. Donc, on parlait de l'expiration, les stratégies de l'expiration, c'est avec les lèvres pincées. Mais est-ce qu'il y a des problèmes avec l'inspiration?
est-ce qu'il y a un travail de respiration qu'on pourrait surmonter avec une autre stratégie de PEEP, de pression positive aux bouches? OK, je vais juste, je vais juste avancer car je sais le temps, ça devient un peu, je suis un peu en retard, donc je vais essayer de partager tout brièvement. OK. Ça marche? Est-ce que tout le monde voit Paint maintenant? C'est ça? Oui? Oui, ça va. OK, bon. Donc, comme on avait parlé encore, OK, alvéole, OK, une petite branche avec les gens avec le MPOC. Avec chaque inspiration, ils ne sont pas capables de tout expirer, donc ils gardent encore un peu. Comme on avait dit, est-ce que tout le monde peut me voir quand je fais de telles gestures? Ouais. Oui, OK. Donc, une main, c'est les parois thoraciques et l'autre main, c'est les poumons. Les poumons veulent s'effondrer toujours et le mur, la cage thoracique veut toujours agrandir. Et la balance entre les deux, c'est au fin de l'expiration passive et c'est le Functional Residual Capacity, le FRC, comme on avait parlé en avant. Donc, un souffle tout tranquille au fin du souffle, c'est ça. Il n'y a aucun mouvement, aucun débit. C'est 0 ici, c'est 0 ici à la bouche. OK? Donc, 0, 0 avec une personne normale. Mais les patients avec MPOC ne sont pas normaux. OK? Donc, c'est 0 ici, mais à cause du MPOC et toutes les résistances, etc., peut-être c'est 10. À la fin d'une expiration passive, c'est plus 10. OK? Si dans les poumons, la pression, c'est plus 10, si on veut générer la prochaine inspiration, combien de pression est-ce que notre cage thoracique doit générer? Car se souvenir que pour générer aucun débit, il faut avoir un gradient. Un gradient. OK? Donc, si on veut que le poumon devienne de plus en plus grand, car ici, maintenant, la direction du gradient, c'est comme ça. Mais on veut faire une inspiration. Donc, on veut aller dans l'autre direction. Donc, pour générer, OK, un total de moins 1, il faut générer avec la cage thoracique ou le patient, l'effort du patient, 11. Donc, ça cause du travail juste pour faire la prochaine inspiration, the work of breathing, à cause du hyperinflation. OK? Donc, si on donne le CPAP ou le BiPAP avec de tels gens, on change le gradient, OK? Donc, au lieu de générer 11 cm d'eau, peut-être si on a le CPAP, on doit générer seulement 3 cm d'eau. Donc, ça améliore le work of breathing. Donc, ils fatiguent moins, ils sont plus capables de faire plus. Donc, les lèvres pincées, OK, pendant l'expiration et du PEEP durant l'inspiration. On utilise la physiologie ou la physiopathologie pour les outils dans nos programmes de réadaptation. OK? Parfait. Oh mon Dieu. Donc, maintenant, c'est le grand final. C'est une étude de Dr. O'Donnell de la groupe de Kingston, je m'excuse, qui va nous arriver à la conclusion. OK? Mais comme j'avais dit avant, mon but dans la réadaptation pulmonaire, c'est que l'échange de gaz, OK, l'oxygène ici doit traverser les poumons qui sont endommagés. Il faut participer dans l'échange de gaz alvéo-capillaire, traverser la circulation, le délivrer aux mitochondriens, faire leur métabolisme aérobique, créer le CO2 et le système doit également être capable de expirer le CO2, OK? Ne pas avoir trop de CO2. Donc, mon but comme clinicien dans réadaptation pulmonaire, c'est de mettre une force dans les muscles jusqu'ici au gauche
mais il faut aller dépasser le défi des poumons qui sont toujours endommagés. Okay? Donc, la stratégie, c'est la finale. Comment prescrire l'oxygène avec un patient de MPOC tellement sévère que, par exemple, il ou elle n'est pas capable de faire 30 minutes à la fois d'exercice. Car si on fait l'exercice pendant 30 minutes, on donne une stress aux muscles, on devient de plus en plus hypertrophie, musculation en plus bonne condition avec chaque visite. Mais si on n'est pas capable, parmi moi, je pense, oh non, mon patient ne reçoit pas même la stress à cause des poumons. OK? Donc, pour circumventer les poumons endommagés, une des stratégies, c'est l'exercice par intervalle. Donc, on a les plafonds rouges, comme on avait parlé, le courbe numéro de Wasserman, on a la courbe de débit qu'on avait vu. Donc, il y a autant de plafonds rouges, mais si on fait une grande intensité, un grand stress à la muscle, et pour une toute petite période, la muscle va bénéficier, mais les zones rouges ne seront pas atteintes. Donc, moi, j'avais achevé mon but. Ils ont reçu leur stress, ils seront plus forts à la fin, mais on n'a pas encore atteint les zones rouges. OK? Donc, c'est ça qu'on fait. C'est ça la stratégie des exercices intervalles. Des grands stress, mais très courts. Et ici, et ici, et ici. Donc, un grand stress et un repos. Et un grand stress et un repos. Et un grand stress et un repos. Mais mettre tous les stress ensemble et on a un bon exercice pour la journée. Donc, ils quittent la salle, même s'ils sont très sévères, ils quittent la salle, être de plus bonne forme qu'avant, malgré leurs poumons qui sont endommagés. Okay? Donc, c'est ça une des stratégies de l'entraînement à intervalle. Okay? Une petite question, Brian. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'on a une meilleure performance en théorie avec l'usage d'une BiPAP à l'effort? Oui, bonne question. Donc, est-ce que vous avez une demi-heure? Donc, le CPAP, c'est le PEEP. Okay? Le CPAP, c'est le PEEP. Mais il y a le PEEP. Dans le BiPAP, c'est le EPAP. L'expiration, c'est équivalent au PEEP. Mais il y a un autre niveau, OK? Le IPAP, the inspiratory pressure. OK? La différence entre les deux, le delta entre les deux, ça aide avec la ventilation. Ça nous aide à enlever le CO2. Donc, bien sûr, si on enlève de plus en plus CO2, théoriquement, on pourrait être plus efficace comme poumon. Okay? Donc, mais c'est à cause d'une différente raison que résistance pulmonaire. Okay? Et puis, pour obtenir le PEEP en inspiration, c'est avec un BiPAP ou avec un autre moyen? Ben, le BiPAP, c'est juste 2 niveaux. Le CPAP, c'est 1 niveau. Mais le PEEP, les deux ont un PEEP. Le CPAP, c'est juste le PEEP. Et le BiPAP, durant la prochaine inspiration, ça pousse l'air encore plus vite. Car on ne veut pas un grand niveau durant l'inspiration et l'expiration. Car c'est pas aussi efficace d'expirer contre la pression. Donc, les 2 niveaux de BiPAP, c'est ça la stratégie de BiPAP. OK. Oui, ça devient un peu compliqué, c'est ça. Et quelques endroits très spécialisés l'offrent, mais se souvenir du sondage de 2015, on n'a pas même de personnel pour créer de tels programmes. Donc, des fois, les ressources pour créer un programme avec chaque patient avec BiPAP, on n'est pas là encore. OK? Mais avec de tels patients très bien sélectionnés, c'est une bonne stratégie. OK? Bon, donc ça, c'est juste pour votre référence. C'est une bonne étude de West Park au Toronto. Mais c'est tous les études, beaucoup d'études qui ont fait une stratégie d'intervalle et juste pour savoir comment prescrire et toutes les différentes stratégies, on pourrait utiliser cette colonne ici pour référence au futur. Okay? Je pense que j'avais fait les points que j'aurais voulu faire, mais c'est comme vous voulez. On pourrait arrêter ici. Ça devient... Qu'est-ce que la groupe veut?
Silence. Pharyngite? La traduction, c'est... I'm in part 2. Si tu veux. OK, donc très, très vitement. Donc, une toute petite étude du groupe de Kingston, OK? Ce sont les dernières 2 diapos, OK? Mais juste pour tout assimiler, tout qu'on avait appris ensemble dans une étude, OK? Donc, un groupe avec MPOC, Gold, COD, ils ont fait les exercices intervalles et le but, c'était pour voir, ils auto-sélectionnent comme patient s'ils étaient capables ou pas capables de faire leur prescription. Okay? La prescription, c'était 30 secondes sur, 6 secondes au repos ou 60 secondes sur et 120 secondes au repos. Okay? S'il y avait une groupe de 16 personnes de MPOC et ils voulaient étudier celles qui n'étaient pas capables, quelles étaient les raisons physiopathologiques, okay, pour mieux comprendre les tels patients qui ne sont pas capables de faire une telle prescription d'intervalle. Okay? Donc, si c'était capable, il était sélectionné tolérance supérieure et si c'était pas capable, auto-sélectionner tolérance inférieure. Okay? La prochaine étape, c'est que le groupe avait represcrit l'exercice par intervalle, mais cette fois-ci avec, donc, au lieu d'être 100% et puis 40% pour repos, c'était 100% et repos total. OK? Donc, ils voulaient juste savoir, les étudier, qu'est-ce qui va se passer. OK? Je ne sais pas si vous voyez la figure ici, c'est un peu petit à voir, mais c'est tout à dire que la groupe qui était capable, c'est les cercles blancs. Okay? Le groupe qui n'était pas capable, c'était les cercles noirs. Donc, le cercle blanc, à chaque étape, pendant les 30 minutes, avait une VE de VCO2 slope, la pente, moins élevée, car tous les gens ici sont MPOC, OK? Mais ceux qui étaient capables ont un VE de VCO2 moins élevé à chaque étape. Donc, c'est le deuxième dans le second row. C'était moins capable de le faire. C'était moins élevé que les gens qui n'étaient pas capables, donc les cercles noirs. Vous ne pourrez pas voir mon raton, hein? Non. Ah, OK. Car oui, c'est un slide compliqué, mais c'est un diapo compliqué. Mais c'est tout à dire que les gens qui n'étaient pas capables de faire un tel programme d'exercice avaient le VE de VCO2, la pente plus élevée, OK? Il y avait la ventilation qui était près du volume volontaire maximal, OK? Donc, c'est juste à démontrer que les gens qui n'étaient pas capables avaient de telles physiologies plus sévères de toutes les étapes qu'on avait parlé avant. OK? C'est tout à dire. Mais si on modifie le programme, on voit sur le côté droit que tous les cercles noirs va juste au bout. Il était capable de le changer. Et le message que moi, j'avais pris de cette étude, c'est que ça, peu importe la sévérité de la patient devant vous, peu importe qu'ils ne sont pas même capables de faire exercice par intervalle, il faut changer la prescription, le faire plus individuel et il pourrait être capable de faire plus d'exercices, avoir un stress sur les muscles et être de plus en plus indépendant. Donc, there's no such thing as a patient who's not a rehab candidate. Okay? C'est ça la ligne finale en utilisant des messages physiologiques. Okay? Donc, je pense avec ça, le résumé, on est en retard. Donc, on utilise des outils, le recrutement des muscles, la respiration, inspiration et expiration, et l'exercice par intervalle des prescriptions individuelles pour nos patients. Je pense que je vais arrêter là, si ça marche. C'est ça. J'en ai quelques questions. Donc, y a-t-il un autre test que le test marche de 6 minutes pour évaluer les améliorations avant et après une réhabilitation? Oui. Donc, il y a un bon article 2019 de Canadian Thoracic Society, ce qui sont les cibles minimum pour
pour évaluer votre propre programme, si vous voulez être un directeur ou si vous voulez ouvrir un programme, je vous référerai à cet article. Mais oui, il n'y a pas, à chaque endroit canadien, c'est pas possible d'avoir un labo entier pour faire de tels tests. Donc, beaucoup de fois, on utilise le marche à 6 minutes, le 6-minute walk test, pour faire notre prescription d'exercice, par exemple. OK. Puis ensuite, la dernière question que je vois sur mon écran, c'est suite à une hospitalisation pour une exacerbation aiguë, MPOC, la RP débutée en moins de 4 semaines est à prémunir contre une réhospitalisation, donc une rechute. Chez une patiente qui a déjà fait de la RP, devrait-il être réinscrit au programme structuré et supervisé? Je vais juste voir la question. Peut-être la traduire en anglais avec Google Translate. C'est où? En fait, ça dit someone who started pulmonary rehab, if they have a re-exacerbation after an acute exacerbation, should they restart a structured and supervised pulmonary rehab program? Make sure that they restart their exercise. Est-ce que je réponds en anglais ou en français? Je vais répondre en français. Donc oui, c'est ça le défi. Si on ouvre nos portes à tous les patients légers, moyens et sévères, les patients sévères, même s'il y avait juste une exacerbation, sont à risque d'avoir une autre exacerbation, une autre. Et se souvenir que l'exercice, c'est un stress au cœur et aux poumons. Donc, c'est fort possible on veut qu'ils soient à leur propre niveau de base, au moins avant d'être trop agressifs. Mais à la même fois, on sait que les études démontrent que si on soit agressif tôt, ça va aider beaucoup des symptômes et peut-être même la mortalité. Donc, c'est ça la balance. Donc, à la fin du jour, on essaie d'être agressif tôt, mais il faut être raisonnable. Il faut être individualisé, si ça fait du sens. Ouais. Okay. Donc, aussi, si désature à l'effort en bas de 85%, arrête de l'effort ou est-ce qu'on donne l'oxygène? Oui, bien, si on peut leur donner de l'oxygène, on veut éviter aucune limitation. Parmi la présentation, on avait parlé plutôt des limitations structurelles, mécaniques, physiologiques. Mais si la désaturation évite votre patient de faire l'exercice, si juste assez pour normaliser la saturation, c'est le standard of care, oui, c'est ça. OK. Aussi, est-ce réaliste et sécuritaire de débuter un programme de téléformation dans le contexte du pandémie? Oui, c'est ça. C'est très difficile. Je vais parler au sujet de ça un peu jeudi, mais c'est très difficile car on a à Montréal, par exemple, on a une clinique de patients, 500 patients. Avec le MPOC assez sévère qui reste à la maison au repos la plus tard. Le déconditionnement, c'est une grande... il y aurait des grandes conséquences. Donc, c'est toujours dans la médecine, dans tous les aspects de médecine, même si c'est la pharmacologie ou non-pharmacologie, on doit faire un jugement des risques et des bénéfices. Si on peut créer un programme qui est assez sécuritaire, par exemple, si un patient avec MPOC sévère fait l'exercice à la maison et tombe, ou si ça cause un peu de douleur à poitrine, il faut être intelligent en créer un tel système pour réacter appropriément de tous de tels problèmes. Donc, oui, c'est possible. On essaie lentement d'ouvrir un tel programme, mais à la même fois, c'est aussi le ratio entre les spécialistes qui donnent les sessions d'exercice et les gens avec MPOC. On ne veut pas un écran de 50 personnes compliquées et un professionnel de santé. Donc, il faut avoir les ressources pour le faire sécuritairement.
Ouais, c'est ça. C'est sûr. Donc, une question. Can you repeat individual prescriptions? Oui, donc on espère. Je pourrais répéter tout en anglais et en français si vous préférez, mais donc le but entier de réadaptation pulmonaire, c'est journée numéro 1 et semaine 6 ou 8 ou la longueur du programme. On espère que la prescription qu'on donne durant journée 1, ça va être de plus en plus difficile. On veut la progression, on veut un défi pour nos patients. On veut plus de musculation pendant le programme. Donc, c'est très commun et en fait, c'est ce qu'on veut de represcrire peut-être à chaque semaine ou à chaque visite. Ça dépend la réponse individuelle du patient. Mais on veut, oui, c'est ça le but en fait, de represcrire à chaque visite, car on ne veut pas gaspiller notre ressource ou leur temps. On veut que ça soit un défi, on veut toujours un stress, on veut toujours un défi pour nos patients, car ça va leur aider au fin du programme. Parfait. Puis je pense qu'on va prendre une dernière question. Les exercices proposés doivent-ils être pratiqués à titre préventif contre la MPOC? Si oui, avec quelle efficacité? Préventif. Donc, dans la perspective des poumons, comme j'avais dit, dans mon cerveau simple, le dommage est fait quand on fait des inhalations des expositions cigarettes ou autres qui causent le dommage. Le dommage est fait. Donc, on fait, oui, enfin, pour notre corps, pour maintenir une santé, une qualité de vie, pour achever l'indépendance, oui, il faut être préventif. On doit prescrire l'exercice de telle façon qu'on prescrit nos pompes et notre oxygène, car il y a de l'efficacité. Ça ne va pas peut-être changer les poumons préventatifs, mais ça va changer le corps entier, la santé entière, l'indépendance, la qualité de vivre de nos patients. Donc oui, absolument. Okay? C'est ça le but. Donc, j'ai une dernière question. Puis là, c'est vraiment la dernière question. Pensez-vous que des traitements en ostéopathie ou massothérapie, dans le but de relâcher les tensions musculaires au niveau du diaphragme, est-ce que ça pourrait aider? OK. Donc, le problème de diaphragme, donc, pour toutes les raisons que j'avais dit, la résistance, etc., résistance, hyperinflation. Donc, hyperinflation, ça pousse le diaphragme. C'est un problème physique, c'est un problème mécanique. Donc, si le muscle n'est pas capable d'aller contre la hyperinflation, je ne sais pas si ça va vraiment aider de telles stratégies chères et peut-être avec risque. C'est plutôt une bonne stratégie de recruter des autres muscles peut-être ou prescrire avec une stratégie différente pour donner la stress aux muscles, si ça fait du sens. Est-ce que ça répond à la question? J'espère que oui. Je pense que oui. Bon, ben, oui, c'est bon. Parfait. OK. Plus ou moins, c'est ça. OK. Donc, c'est ça, on n'a pas de questions. Félicitations, hein? Ça a été beaucoup plus long que prévu, mais comme on a écrit dans le chat, c'est super le fun. Là, tout le monde peut le voir après en rediffusion, donc c'est pas comme s'il y avait un grand stress. Sérieusement, je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Puis tout le monde qui ont participé en plus, vous avez vraiment eu un bon taux de participation. Tout le monde avait le goût de questionner ou de répondre à tes questions, là, Brian. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée de toute façon. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, Émilie, tu as donné ton courriel tout à l'heure. Mais sinon, tout le monde, vous avez accès, vous connaissez tous comment nous joindre, le XFIT. Donc, vous pouvez nous écrire et puis on va redonner le courriel d'Émilie. Si tu me le permets, Émilie. Superbe. Oui, bon, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne fin de soirée plutôt. Et puis, on se refait ça si ça vous va à un autre moment. Oui, ben merci à XFIT de nous avoir avec grand plaisir. accueillis. Merci, Brian. Merci beaucoup au groupe et aux partenaires. Merci. OK. Bonne soirée. Bonne soirée.